Serge Berthier, qui est professeur et chercheur et qui connaît bien les structures et les couleurs des insectes. Vous allez nous dire ça. Oui, merci. Donc oui, moi je suis physicien, donc je dirige pas un labo de biologiste, hein, contrairement. Voilà. Je ne vais pas vous parler trop de physique. Je fais de la nanotechnologie, donc mes applications bio-inspirées se passent plutôt à toute petite échelle. Mais là, je vais essayer de vous faire c'est pas un panorama, il y en aurait trop, mais vous donner quelques exemples, voilà, de réalisations bio-inspirées à partir des insectes. Voilà. Alors, des choses qui ont déjà été dites, hein, voilà un aspect très simplifié de la biodiversité. Vous voyez qu'en nombre d'espèces, les insectes, c'est plus de la moitié des espèces connues actuellement. Alors, donc c'est évidemment un réservoir colossal. Ils sont adaptés à peu près à absolument tous les milieux, aquatiques, aériens, terrestres, chaud, froid, sec, humide, etc. Donc c'est évidemment une source quasi infinie d'adaptation. Alors, après, voilà, les insectes dont je voudrais vous parler, alors c'est même pas un panorama, hein, cette chose-là. Il doit y avoir que 3 ou 4 ordres là, qui sont représentés sur les plusieurs dizaines qui existent. Mais voilà, derrière chacun de ces insectes-là, il y a déjà des réalisations qui existent. Alors le problème, c'est comment trouver un ordre logique pour présenter tout ça. Alors, j'ai choisi de le faire comme ça. C'est le faire par échelle de taille. Une des caractéristiques, ce que vient de dire Jérôme à l'instant même, une des caractéristiques des structures naturelles, c'est qu'elles sont multi-échelles. Et elles sont multi-échelles parce qu'elles sont multifonctionnelles. Donc en fait, si vous voulez faire le multi-échelle, c'est le prix à payer quand vous voulez faire du multifonctionnel avec très peu d'éléments. Le prix à payer, c'est la complexité. Donc la structure doit s'adapter, doit avoir une échelle qui peut s'adapter à chaque phénomène physique qu'elle veut traiter. Et les phénomènes physiques ont des tailles caractéristiques. Certaines, c'est le nanomètre. Donc il faut avoir quelque chose qui puisse se passer à l'échelle du nanomètre. Et puis il y en a d'autres, c'est au centimètre, donc il faut avoir des grosses structures, etc. Donc par exemple, une aile de papillon, c'est fait comme ça. Hein. Voilà les échelles. On peut en distinguer 5 à peu près dans une aile de papillon. Vous partez du papillon avec ses propriétés mécaniques, par exemple, de l'aile. Sur l'aile, vous avez des écailles. Sur les écailles, vous avez des stries. Dans les stries, vous avez des lamelles. Dans les lamelles, vous avez des molécules. Et à chacune de ces échelles, il se passe des choses. Hein. Voilà, donc pour vous présenter mes insectes, je vais faire la même chose. Hein. Je vais partir des applications submacroscopiques même, super macroscopiques à l'échelle de la planète entière, pour finir à celles qui me concernent plus, donc qui travaillent en nanotechnologie. Donc la première, voilà, dans le macroscopique, super macroscopique, je voudrais vous parler, dire un mot de ce qu'on appelle les comportements heuristiques des insectes sociaux. Donc les heuristiques, c'est toutes ces classes de démarches où vous aboutissez de façon non prédictive à une solution quasi optimale. Ce n'est pas la meilleure, on peut en trouver, a posteriori on peut en trouver une meilleure, mais au départ ils y arrivent. Alors ça vous connaissez assez bien, on a tous vu ça. Voilà. Donc la colonne de fourmis. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière une colonne de fourmis? Pas tous, mais... une colonne de fourmis, ça se voit partout quand même. Hein. Alors comment font? Pourquoi toutes les fourmis finissent par trouver le meilleur chemin pour aller de la fourmilière à la source de nourriture, par exemple, alors que celle qui est en tête de colonne ne communique pas avec celle qui est à l'arrière. Hein. Et il s'avère que le chemin trouvé est le meilleur. Et ça fait partie de l'application de ces choses-là. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Hein. C'est les réseaux. Donc quand vous envoyez un message de votre ordinateur à votre correspondant qui est au Japon, eh bien, personne ne peut savoir par quel chemin il va passer. C'est quelque chose que, donc votre message il est découpé en petits morceaux, des petites fourmis, et puis elles vont trouver, en suivant le principe des fourmis, elles vont trouver le meilleur chemin à un moment donné. Alors quand on l'analyse après, on peut dire, ah bah oui, tiens, mais s'il était passé par là, ça aurait été plus vite. Mais ça, c'est après. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la colonne de fourmis, c'est même le nom
d'un histogramme, je crois, très utilisé par les spécialistes des réseaux. Il y en a un autre dont on a beaucoup parlé, c'est évidemment les termites, donc là je vais très vite puisque vous avez de magnifiques panneaux. Dans ces bâtiments-là, je ne suis pas sûr qu'on ait utilisé pleinement les termites, c'est-à-dire qu'on a retenu simplement la gestion de la chaleur et puis du CO2 probablement, et les circulations d'air comme ça. Ce qu'il y a de mieux dans les termites, c'est l'heuristique, c'est-à-dire que vous avez quelques millions de termites là-dedans, et dans une termitière, il y en a qui ouvrent les canaux, d'autres qui les ferment sans communiquer. Et au bout du compte, la température dans la termitière est la bonne. Dans l'immeuble, je ne suis pas sûr que les gens ouvrent et ferment les portes et qu'au bout du compte, la climatisation de l'immeuble est optimale. Mais enfin bon, voilà. Maintenant, je passe au niveau inférieur, on va dire à l'échelle de l'insecte. Donc là, c'est des choses qu'on a plus vues. Vous avez donc sur ces deux insectes-là, vous avez par exemple donc, le Dynastercule. C'est un bel exemple de l'avantage des exosquelettes. Donc un Dynastercule, il soulève je ne sais plus combien de fois, 50 fois son poids ou quelque chose comme ça, grâce à cette structure particulière de l'exosquelette, du squelette externe. Et puis vous avez évidemment les drones, donc très nombreuses formes de drones, mais en particulier les drones qui battent des ailes, ce qui en aéronautique est un exploit. Voilà. Après, vous avez, donc ça, c'est Yvan qui en a parlé, hein, donc là, c'est les insectes piqueurs, soit par le dard, soit par la terrière à l'arrière là. Donc derrière tout ça, derrière le mousse, donc ils ont quelque chose en commun, tout cela, comme on l'a dit. Hein. Donc ce que vous voyez à droite, c'est le procite d'un moustique, c'est-à-dire que c'est une des nombreuses pièces qui lui permet de piquer sans douleur. Donc ce que vous voyez au centre, c'est le procite, c'est lui qui va aller vous sucer le sang. Et puis à droite et à gauche, on ne les voit pas très bien, mais vous avez déjà les deux premières petites, les deux petites pièces qui vont scier la peau. Et permettre après au dard de pénétrer. Et puis, il y en a d'autres qu'on ne voit pas ici, qui sont des écarteurs. Et puis, il y en a un sixième qui est celui qui va injecter la salive à la fin. Et c'est celui-là qui va vous faire mal. Mais tant que ça n'arrive pas, on ne sent rien, ce qui est évidemment pour le moustique est très intéressant. Si on sent la piqûre, il reçoit une baffe ou un coup de queue et il n'a pas le temps de piquer. Quoi. Et puis à gauche, ce que vous avez, donc, c'est la tarière de cette guêpe, on va dire. Là aussi, pour les physiciens, c'est intéressant. Cette guêpe, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais cette guêpe, elle arrive à faire un trou dans du chêne. Or, elle pèse quelques milligrammes. Et la physique, là, elle est formelle. On ne peut pas appliquer une force supérieure à son poids. Il faut trouver un système, quoi. Donc du choc ou de l'accroche ou des choses comme ça. Bon, ben, elle y arrive avec ces deux lames-là. Donc en fait, il y a deux lames qui marchent en opposition comme ça. Quand il y en a une qui pousse, il y a l'autre qui tire, et ça lui permet de percer le bois. Hein. Donc les applications là, à droite, vous avez ces nouvelles seringues antidouleurs qui sont très inspirées du moustique et qui fonctionnent, hein, donc très utilisées pour les gens qui doivent se piquer plusieurs fois par jour, évidemment. Et puis à gauche, vous avez des lames de scie sauteuse à deux lames. Il y en a une qui pousse pendant que l'autre tire, et vous n'avez même pas appuyé pour que ça scie. Après, on arrive maintenant dans le micro et le nano, donc c'est plus mon domaine. Vous avez donc ici une cigale, une aile de libellule, caractérisée par des ailes très transparentes. Donc ici, ce qui nous intéresse là-dedans, ce sont les nanostructures que vous trouvez en surface. Donc à droite, vous avez une structure d'aile de libellule, et à gauche, celle d'une cigale. Et ce qui est caché derrière tout ça, c'est des antireflets et des antibactériens. Donc anti-reflet, ces structures-là permettent de faire une adaptation très progressive de l'indice optique, et ce qui fait que vous avez quasiment zéro réflexion dans le visible, ce qui évidemment pour l'insecte est important. Ces grandes surfaces, si elles réfléchissaient, seraient très visibles, et donc là, c'est vrai qu'on les voit à peine. Et puis, antibactériens, les deux fonctionnent. Hein, en antibactérien, une colonie ne peut pas se déplacer sur des surfaces pareilles. Ces structures percent les membranes et les colonies meurent sur place quand ça arrive. Donc là, vous avez des applications, il manque une diapo, mais ce sont des structures qu'on arrive
actuellement très bien à reproduire et que vous commencez à retrouver dans le milieu médical pour les antibactériens, sur les poignets, sur les manches des instruments chirurgicaux et sur des choses comme ça. Le Bombyx du mûrier, Bombyx mori, donc lui, Jérôme vient d'en parler. C'est l'insecte de Fabre, hein, on va dire. Donc le mâle que vous voyez ici avec ses grandes antennes plumeuses, il peut détecter les phéromones des femelles à des distances considérables, hein, mais c'est une dizaine de kilomètres, hein, je crois. Alors il faut imaginer le nombre de molécules que vous pouvez avoir quand ça a été émis à 10 km. Hein, eh ben, il la trouve. Hein. Alors ça se présente comme ça, c'est encore une structure multi-échelle. Vous avez un peu comme une plume, hein, vous avez des barbes, et sur les barbes vous avez des barbules, alors ça porte des noms évidemment beaucoup plus savants que ça. Et c'est sur ce principe qu'a été développé, donc là c'est pas au CEA mais c'est pas loin, hein, c'est à l'Institut de Saint-Louis qui est en Alsace, donc un laboratoire mixte DGA-CNRS, qui a développé une antenne artificielle pour détecter les explosifs à longue distance. Voilà, donc l'idée ici, hein, c'est que on le voit malheureusement tous les jours, quand on détecte un explosif dans un aéroport, en général c'est trop tard. Donc l'idée c'est de pouvoir sécuriser l'aéroport entier, c'est-à-dire être capable de détecter une personne dans l'aéroport avant qu'elle ne passe les contrôles. Alors avec ce genre d'antenne, qui est encore très loin de celle du Bombyx, on atteint quand même la sensibilité du chien. Bon, le Bombyx, il doit faire, je crois qu'il y a encore 7 ordres de grandeur si on veut atteindre la sensibilité du Bombyx, mais enfin c'est déjà un énorme problème, un énorme progrès. Ça, vous avez des beaux panneaux dehors, donc c'est ce célèbre petit scarabée qui condense la vapeur d'eau sur sa carapace avec une alternance de surface hydrophobe, hydrophile. Donc ça se présente comme ça, hein. Les petites bosses sont hydrophiles, donc l'eau va s'agglutiner dessus, et puis dès que la goutte devient un peu grosse, elle va rouler sur les surfaces hydrophobes, et vous avez vu qu'il se met dos au vent, et le vent va pousser l'eau jusqu'à sa bouche. Voilà, et l'application ici, ce que vous voyez là, ce sont des tissus qui fonctionnent comme ça et qui servent à récupérer la vapeur d'eau dans les zones désertiques. Donc vous pouvez faire une toile de tente, ce qui est en train de se faire à gauche là, une toile de tente comme ça, et vous récupérez 1 litre de flotte, 1 ou 2 litres de flotte selon la surface, en une nuit dans le désert. Des choses là qui ont été faites au laboratoire, donc cette petite cicindelle, donc c'est un petit coléoptère qui est un redoutable prédateur, mais à part ça, qui a une structure, qui a une nanostructure en cuvette comme ça, vous voyez, puis on distingue un multicouche là dans le fond de cette cuvette, et ça produit de la couleur, et cette couleur, cette lumière colorée, elle est très polarisée, ce qui veut dire qu'avec un simple polariseur, vous pouvez la faire apparaître ou disparaître, et donc on peut intégrer ce genre de structure dans des billets de banque, par exemple, pour faire des motifs anti-falsification. Les lucioles, donc voilà, les lucioles, encore une fois, la lumière de la luciole, elle est probablement multifonctionnelle. La fonction la plus connue, c'est la communication intraspécifique, voire interspécifique, mais donc entre mâle-femelle ou vis-à-vis de prédateurs. Et on peut imaginer que l'émission de lumière ici a été optimisée. Et effectivement, alors c'est une structure assez complexe. Je vous montre que la surface ici, mais en surface, vous avez ces écailles qui sont des briques un petit peu, des tuiles un petit peu inclinées comme ça. Et on a implémenté ça avec mes collègues de Namur sur des LED. Et effectivement, on arrive à sortir plus de lumière, à peu près 20% de plus de lumière de ces LED-là, que si la surface était plane. Voilà. Et puis enfin, je vais terminer avec le morpho. Donc le morpho, déjà pour moi, c'est un insecte mythique. Et puis vous avez vu sur toutes les affiches qu'il y a dehors, il y a des morphos, il y en a un peu partout. Alors là, je distingue pas. La structure du morpho, elle est magnifique, hein. Elle est très complexe, elle est magnifique. Il y a des stries, et puis sur ces stries, vous avez des empilements de petites membranes comme ça. Et vous voyez qu'entre ces membranes, il y a encore un autre réseau, la verticale.
Donc ça lui confère un nombre de propriétés colossales et évidemment un nombre d'applications tout aussi colossales. Donc des tissus iridescents, des surfaces superhydrophobes, des stabilisateurs de température pour les panneaux photovoltaïques, des écrans d'affichage, des détecteurs de vapeur, etc. Alors voilà, moi je vais en arrêter là, mais vous voyez que ce n'est pas fini. Les cercles que vous voyez là, les cercles foncés, c'est les espèces connues. Et puis le bleu pâle tout autour, c'est ce qu'on estime. Hein. Donc vous voyez qu'en gros, les mammifères, les oiseaux, quand on trouve une nouvelle espèce, c'est un scoop mondial. Des insectes, on en trouve 1000 par an encore, et encore, de nouvelles espèces. Hein. Les araignées aussi, mais il y en a évidemment beaucoup moins. Alors ce qu'il y a de bien, je vais finir là-dessus, quand on est dans le monde, il y a plus de chercheurs sur les mammifères qu'il n'y a de mammifères, alors qu'il y a beaucoup moins de chercheurs sur les insectes qu'il n'y a d'insectes, donc il y a du travail pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo.